Madame, Messieurs, dans cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24, nous parlons de la lutte contre la vie chère au Gabon organisée pour permettre aux représentants des opérateurs, des consommateurs, des syndicats, des collectivités locales et de l'administration centrale d'échanger sur des thématiques bien définies. Et pour en parler d'ailleurs, je reçois Ibrahim Djendje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, OGC. Bienvenue à vous, Monsieur le Président. Sur ce plateau, il y a également Annex Rodrigue Ngweni, directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la Direction générale de la concurrence et de la consommation et des répressions des fraudes. Si je ne l'ai pas mal dit, bienvenue à vous, monsieur le directeur. Merci, monsieur Agaïaï, bonsoir. Avec vous, on fait un état des lieux de la vie chère au Gabon. On le sait, le gouvernement a organisé des assises sous le patronage du Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, qui résulte de la volonté manifeste du président Ali Bongo Ondimba à améliorer les conditions de vie et d'existence du peuple gabonais. Constat fait sur le terrain, je commencerai par vous, en vous souhaitant à vous, chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Monsieur le Président, on parle justement de la vie chère au Gabon. Quel est le constat qui se dégage ? Merci d'abord, monsieur Armstrong. La vie chère au Gabon, pas seulement au Gabon, la vie chère est une préoccupation mondiale. Et à ce titre, le Gabon, tout comme d'autres pays, à l'instar d'autres gouvernements, le gouvernement gabonais, met des stratégies pour lutter contre ce phénomène qui met les peuples de chaque pays sous tension. Oui, et donc, il s'agit d'une flambée généralisée des prix des produits de tous ordres. Et donc, chez nous, nous sommes dans la même situation et c'est pourquoi les plus hautes autorités, vous l'avez rappelé, en tête desquelles son Excellence M. Ali Bongo, président de la République, chef de l'État, qui a instruit son gouvernement justement de regarder les prix et de faire en sorte que le pouvoir d'achat des ménages gabonais puisse baisser. Et parce qu'en ce moment, il est très élevé et on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et nous sommes ici pour essayer de participer à l'amélioration de la protection des consommateurs. Voilà. Annex Rodrigue Ngweni, je rappelle que vous êtes directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la DGCCRF. La vie chère, c'est vieux comme le monde. Lorsqu'on parle de la vie chère au Gabon, il y a tellement de revendications des populations souvent écoutées. Vous qui gérez un département, qui êtes censé aller sur le terrain, quel est le constat que vous faites de ces dernières années au Gabon ? Très bien, M. Agaya, c'est une vaste question en réalité. Mais on va essayer de répondre en apportant des réponses de façon plus précise et de façon limitée. Monsieur le Président de l'OGC l'a rappelé tout à l'heure, en principe, la question de l'inflation aujourd'hui ne relève pas seulement du Gabon. D'accord ? La question de l'inflation ne relève pas du cas du Gabon. Nous vivons depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19 un phénomène qui frappe l'économie mondiale qui est exacerbée par des tensions inflationnistes. Et le Gabon n'en est pas en reste. Le Gabon n'en est pas en reste parce que, tout simplement, le Gabon est un pays qui structurellement est dépendant de l'extérieur pour sa consommation, pour la consommation des produits de première nécessité. Et bien évidemment, à partir du moment où nous sommes dépendants de l'extérieur, structurellement dépendants de l'extérieur, il est évident que nous subissons ce qu'on appelle l'inflation importée. Parce que tout achat des produits à l'extérieur fait appel à une variable qu'on appelle le prix. Et en économie, le prix est une variable qui a le cycle de vie le plus court, parce qu'il fluctue tout le temps. Et malheureusement, depuis 2021, sinon un peu avant, nous nous rendons compte que la fluctuation justement de la variable prix a une tendance haussière et non baissière. Donc bien évidemment, en tant que pays importateur, donc, nous vivons l'inflation. Et pour cela, l'État a pris un certain nombre de mesures que nous allons donc avoir à débattre tout au long de l'émission.
D'accord. Les points qui sont concernés justement par ces assises, d'abord celles provinciales qui se sont tenues, il y a la santé, l'éducation, la parafiscalité et fiscalité, le logement et construction, transport, l'alimentation et la restauration. Messieurs, au stade où on en est, puisqu'il va y avoir finalement une autre étape de ces assises, sur le plan national, parlons par exemple de l'estuaire, pour parler de la capitale, qu'est-ce qui en est ressorti véritablement? Eh bien, ces assises, merci encore une fois, ces assises avaient pour but de mener une large réflexion au niveau national. Et cette réflexion devait aboutir à des propositions. Et ces propositions, effectivement, sur l'alimentation, la restauration, le logement, la construction, transport, santé, éducation, parafiscalité et fiscalité, telles que vous l'avez rappelé. Ces propositions vont donc être versées au débat national pour permettre aux plus hautes autorités de prendre des décisions afin de lutter plus efficacement contre la vie chère à court terme, à moyen et à long terme. Mais vous qui êtes le président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, durant ces nombreuses années, quels sont les combats qui ont été menés pour qu'il faille attendre en 2023 des assises initiées par les autorités gabonaises pour qu'on veuille bien éradiquer la problématique de la vie chère dans le pays? Merci. Eh bien, on ne peut pas parler d'éradiquer, on ne peut pas parler de qu'est-ce que nous avons fait. La question n'est pas qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que le gouvernement gabonais a eu à faire. Le gouvernement gabonais a entrepris beaucoup et lutte. Nous également, nous luttons à côté du gouvernement de la République. Mais vous me donnez là l'occasion également de dire que l'OGC a aujourd'hui 20 ans. Et pendant les 20 années d'existence de l'Organisation gabonaise des consommateurs, qui travaille, qui offre des services dans le domaine du service public. Et donc, ce travail se fait de façon bénévole. Et le bénévolat a des limites. Nous n'avons aucun budget. D'accord. Eh bien, donc, à partir de ce moment, les pouvoirs publics devaient faire en sorte que les associations de consommateurs puissent être appuyées techniquement, matériellement et financièrement, afin qu'on puisse bien mener, accompagner le gouvernement de la République dans la réalisation de ces politiques publiques, afin que d'abord, dans un premier temps, que les consommateurs sachent leurs droits et leurs devoirs pour qu'ils puissent aider les opérateurs économiques, d'abord le gouvernement, donc les administrations compétentes et les opérateurs économiques, afin que ces opérateurs économiques puissent améliorer leurs prestations et n'est-ce pas, respecter les décisions que les pouvoirs publics prennent la plupart du temps. Alors, puisque vous n'avez pas de soutien, et on le comprend aisément au travers de vos dires... Mais ça ne veut pas dire que nous ne travaillons pas. On travaille. D'accord. Alex Rodrigue Ngweni, vous qui êtes le directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la DGCCRF, on a souvent vu vos équipes sur le terrain. Quels sont les mécanismes qui, avant ces assises, ont souvent été mis en place? Parce que les Gabonais se plaignent depuis de nombreuses années. Fallait-il attendre des assises sur le plan national, initiées par Ali Bongo Ondimba, pour que votre administration fasse réellement son travail? Je pense qu'il faut restituer les choses dans leur contexte. D'accord. L'administration qui est la nôtre, et comme beaucoup d'autres, je pense, n'ont pas attendu qu'il y ait des assises pour pouvoir mener le combat au quotidien sur le terrain en matière de lutte contre la vie chère. D'accord ? C'est un combat au quotidien. Je rappelle, justement, pour répondre à la question de tout à l'heure, que quand vous interrogiez le président de l'OGC, vous demandiez à savoir pourquoi est-ce que nous avons dû attendre 2023 pour pouvoir mener une réflexion par rapport à la lutte contre la vie chère. Je voudrais quand même rappeler, pour la petite histoire, que les réflexions en matière de lutte contre la vie chère sont menées au Gabon depuis des années. D'accord. Avant 2012, nous menions des réflexions dans un cadre que l'on appelle la trêve sociale. Mais bien évidemment, ça n'avait pas la dimension des assises nationales. Mais la réflexion était menée au niveau sectoriel, donc les débats étaient portés par les responsables syndicaux dans le cadre de ce qu'on appelle discussion relative à la trêve sociale. D'accord. En fait, déjà à cette époque, avant 2012, on menait déjà les réflexions sur la lutte contre la vie chère. La trêve sociale, donc, aboutissait à l'élaboration de la liste d'un certain nombre de produits sur lesquels l'administration devait agir pour qu'il n'y ait pas de fluctuations à la hausse, donc avant 2012. Et maintenant,
En 2012, justement, année que je prends comme année de référence, parce que c'est à partir de 2012, véritablement, que nous avons connu que l'ancêtre de la vie chère, donc la trêve sociale, a évolué vers le mécanisme d'exonération de droits et taxes à l'importation sur un certain nombre de produits, pour que nous puissions, donc, avec les associations de défense des droits des consommateurs, les importateurs, élaborer dorénavant ce qu'on appelle la liste des produits de première nécessité importés. Et donc, depuis 2012, quasiment chaque année, nous élaborons donc, après discussion tripartite, administration, association de défense des droits des consommateurs, opérateurs économiques, nous élaborons donc cette liste de produits de première nécessité qui conduit donc au blocage donc, des prix de ces produits. Bien évidemment, ce sont des discussions. Mais qui ne sont même pas respectées sur le terrain, après vérification à chaque fois. Non. Après publication des différentes tarifications. Souvent. C'est un procès qui est souvent fait, mais nous l'acceptons parce que les consommateurs défendent leur pouvoir d'achat. C'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre. Mais en réalité, depuis 2012, chaque année, il y a une mercuriale de prix qui est mise en place. Et tout au long de la légalité donc, juridique de cette mercuriale, l'administration est déployée sur le terrain pour pouvoir donc mener des opérations de contrôle de telle sorte que les prix de cet arrêté soient respectés dans l'ensemble. Mais bien évidemment, je le disais sur un plateau il y a 2 ou 3 jours en arrière, il est évident que dans aucun contexte au monde, il peut y avoir un contrôleur derrière chaque opérateur économique, malheureusement. Mais l'administration se déploie de telle sorte qu'évidemment, nous puissions contenir les dépassements de prix. Alors, quand vous dites que ces prix ne sont pas respectés, je disais tantôt qu'il faut relativiser. Il faut relativiser parce que dans les centres urbains, ces prix sont véritablement respectés. Mais en réalité, effectivement, on constate quelques dépassements au niveau des zones excentrées, zones difficiles d'accès, où, bien évidemment, parfois l'acheminement des produits pose problème. Ça crée chez ces opérateurs des coûts supplémentaires qui sont parfois obligés de répercuter sur le prix de vente. Et donc, c'est ce genre de questions. Doit-on croire que c'est finalement entretenu, à vous entendre parler? Non, on ne peut pas dire que c'est entretenu. Il faut tout simplement dire que c'est par ces éléments que ces opérateurs donc, des quartiers de proximité et de commerce de proximité tentent de justifier leur dépassement. Mais bien évidemment, l'administration étant sur le terrain, on sanctionne. On sanctionne, on fait des mises en conformité, on fait des rappels à l'ordre. Donc, il faut aller regarder le prix de la boîte sardine à Mabanda, monsieur le directeur, pour comprendre que malheureusement on a l'impression que c'est entretenu. Mais oui, peut-être le président veut réagir pour corroborer les propos de monsieur le directeur. Oui, tout à fait. Et ajouter beaucoup d'autres choses. Très rapidement, je vais dire que depuis 2008, nous avons marché ici. Il y avait une marche au niveau africain. Et ça s'est retrouvé ici, au Gabon. Nous avons marché en 2008 pour lutter contre la vie chère. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? Le gouvernement de la République avait pris une décision pour arrêter les prix pendant pour une période de 6 mois. Alors, nous étions dans la réunion et on a demandé à l'association de consommateurs, justement, de vulgariser cette décision afin qu'elle soit effective et que tous les commerçants et les opérateurs économiques soient informés de la décision et qu'on parvienne à une maîtrise des prix, qu'on ramène les prix à la baisse. Bien. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous nous sommes battus pour rassembler 40 bénévoles. Et donc les 40 bénévoles s'étaient déployés sur l'ensemble du territoire de la ville de Libreville. Et bien qu'insuffisant. Malheureusement pour nous, l'administration, je ne peux pas citer cette administration maintenant, ils vont se reconnaître, ils ont envoyé une brigade pour faire le contrôle dans le même temps. C'est-à-dire pour rédimer, pour faire des recouvrements dans le même temps que le gouvernement de la République. C'est-à-dire le président de la République a pris un décret pour arrêter, lutter contre la vie chère. Mais dans le même temps, l'administration avait envoyé, un groupe d'agents sur le terrain pour aller procéder encore au contrôle. Et donc, ça faisait quoi? Ça faisait que les efforts du gouvernement... Vous dites en combien, monsieur le président? En 2008. Nous sommes en 2008. Après 2008, c'est ce qui s'est passé. Et moi, je venais de commencer, nous sommes constitués en 2003, je n'ai pas compris qu'il y avait l'existence de certains agents de l'État qui devaient naviguer à contre-courant contre les décisions du gouvernement et notamment les hautes instructions du président de la République, chef de l'État. Alors donc,
ça nous a amené à dire qu'il n'y a pas que l'existence des opérateurs véreux, il y a également des moutons noirs dans le camp de l'administration, de certaines administrations compétentes. D'accord. Alors moi, je... Maintenant, depuis cette date, nous essayons de travailler, malgré la limite des moyens, avec l'administration de la DGCC. Et avec la DGCC, comme monsieur le directeur vous l'a dit, ne peut pas être partout à la fois et n'ont pas le don de l'ubiquité, ne peut pas être devant chaque consommateur. Aujourd'hui, la limite, c'est au niveau du feedback, c'est-à-dire le numéro vert. Les numéros verts, parfois, qui ne fonctionnent même pas. Le numéro vert fonctionne, mais arrive que le numéro vert fonctionne et les fonctionnaires travaillent jusqu'à une certaine heure. Et la plupart des consommateurs réagissent après l'heure mais à partir de ce moment, ça s'appelle plus un numéro vert. Dites simplement qu'il s'agirait d'un numéro qui soit mis à la disposition des consommateurs, mais avec une limite. Si vous permettez, M. Agaya, M. Sendié, je voudrais quand même nuancer votre propos de tout à l'heure quand vous disiez que les dépassements de prix sont entretenus. C'était une question, hein, M. le directeur. D'accord, heureusement. C'est une question. Effectivement, oui, entretenu par des opérateurs véreux, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de mots, entretenu par des opérateurs véreux, et ce sont ces opérateurs justement que l'administration combat au quotidien, d'accord? C'est une lutte de tous les jours, la lutte contre la vie chère, c'est notre combat au quotidien. Donc effectivement, c'est contre ce genre d'opérateurs économiques que l'administration se déploie tous les jours. Alors, vous me diriez que c'est peut-être pas assez. Mais bon, la réalité, c'est que le président, le GC venait de le rappeler, l'administration essaie de mettre tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que les prix de l'arrêté qui sont arrêtés dans le cas de la mercurielle soient respectés. Mais quelle est la fréquence en réalité de la DGCC, par exemple, sur le terrain? Parce qu'on voit bien la DGCC à Libreville à certaines périodes, bien sûr, mais allez-y à l'intérieur du pays. Allez-y dans la province de la Nyanga, allez-y dans le Haut-Ogooué. Je vous arrive. Alors, d'accord. Je voudrais, avant de revenir sur ce dernier point, terminer par le numéro vert. Alors, je disais tantôt que l'administration met tout en œuvre pour pouvoir faire en sorte que les prix de la mercurielle soient respectés. Oui. Et à ce sujet, au-delà donc des actions de contrôle, des surveillances de marché qui sont menées par les brigades, je reviendrai, il y a un certain nombre d'outils que nous avons aussi, que nous mettons aussi à la disposition de notre très chers consommateurs. Il y a le numéro vert, mais vous étiez en train de me dire, faire état de ce que, bon, au-delà de 18 heures, on ne peut plus appeler ça... C'est le président qui le disait. Il faut quand même savoir que nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes partis quand même de loin, d'accord? Nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, le numéro vert, il est tenu par des fonctionnaires au quotidien qui enregistrent les plaintes et qui, après, les mettent à la disposition des brigades volantes qui sont, le lendemain, essaient de se déployer. Et après 15 heures, c'est plus possible? Non, pas au-delà de 15 heures. Nous sommes obligés nous avons... Ça n'a jamais été dit aux consommateurs. Non, je vous informe que nous avons dû, au niveau de la DGCCRF, prendre un surnom pour créer un système d'astreinte. Un système d'astreinte pour permettre donc aux agents d'aller au-delà des 15h30. Et bien évidemment, vous conviendrez avec moi qu'au-delà d'une certaine heure, ils ne peuvent plus être là. Par contre, moi, il m'arrive de rester au bureau jusqu'à 22h. Comment vous parvenez à le faire en tant que directeur et vous pensez que vos administrés ne peuvent pas? Vous venez d'évoquer, de prendre un exemple assez intéressant. L'astreinte, par exemple, parce qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit du bien-être des populations gabonaises. Alors, il y en a qui rentrent du travail à 18h, vont faire leurs courses à cette heure-là. J'étais en train de vous dire que nous avons commencé par mettre en place l'astreinte, donc des agents qui travaillent au-delà de 15h30, justement pour veiller au numéro vert, pour enregistrer les plaintes des consommateurs. La réflexion, sinon, je n'ai pas envie de mettre sur la table comme ça les projets qui sont menés au sein de la DGCC. Mais puisque vous en parlez, on peut le dire. Nous sommes en train de mener une réflexion technique. Je pense que les experts sont contactés pour cela, pour pouvoir faire le système de basculement dans ce qu'on appelle l'enregistrement. C'est-à-dire même s'il n'y a personne au bout du fil, vous appelez... Qui a un répondeur, en fait. Voilà, un répondeur, donc un enregistrement automatique. De telle sorte que quand les agents reviennent à 7h30, ils récapitulent tout ce qui a été enregistré dans la nuit. Donc nous sommes maintenant en train d'aller vers cela, et ça ne saurait tarder. Maintenant, vous parlez du déploiement des brigades, notamment à l'intérieur du pays. Je voudrais vous rappeler qu'au niveau de l'intérieur du pays,
nous avons des directions provinciales, d'accord? Mais qui ne fonctionnent pas très bien, monsieur le directeur. Vous me permettrez de vous le dire. Nous avons des directions provinciales qui exécutent à l'échelon provincial les missions qui sont dévolues au niveau de l'administration centrale. Parfois sans véhicule pour les brigades. Non, aujourd'hui, toutes nos directions provinciales, les 9, sont dotées de pick-up, au moins. Sauf que ce sont les directeurs provinciaux qui roulent dans ces pick-up, et non les agents qui sont censés aller sur le terrain, monsieur le directeur. Non, je vous le dis, pour avoir fait tout le Gabon. Je vous contredis avec force pour dire non, ces véhicules, c'est vrai, sont mis à la disposition des directeurs parce qu'il faut bien qu'il y ait un responsable pour pouvoir les encadrer, mais ce sont des véhicules qui sont destinés aux missions de terrain. Sauf que les directeurs roulent avec ces véhicules vitres montées, climatisation, dans la ville. Je vous le dis. Si vous me le dites, je prends note. Les populations, malheureusement, sont abandonnées à leur triste sort. Je prends note. Mais des informations que j'ai, puisque j'ai une collègue qui est directrice des services provinciaux, en principe, non, nous n'avons aucun retour dans ce sens, mais je prends note, hein, rassurez-vous, je prends note. Donc, autre chose aussi, le déploiement, en principe, il est effectif. Il est effectif aussi bien au niveau de l'administration de l'air du Grand Libreville, le déploiement des brigades, je veux dire, que de l'intérieur du pays. Maintenant, après, il faut aussi parfois comprendre que les missions sont parfois diligentées en fonction, j'ai envie de dire, au-delà de la surveillance de marché. Les missions sont aussi parfois diligentées pour qu'elles soient efficaces en fonction de la contrainte de l'heure. Sur les dépassements des prix et autres, nous avons mis en place un système au niveau de la DGCCRF qu'on appelle les relevés des prix. Les relevés des prix en fin et en début de mois. Ces relevés des prix nous permettent de prendre la tendance du marché en termes de prix. Les prix pratiqués sur les 48 produits qui font l'objet de blocage. D'accord. Donc les prix font l'objet de blocage. C'est très beau, c'est très intéressant ce que vous dites, monsieur le directeur. Absolument. Mais j'ai envie de vous demander, monsieur le directeur, est-ce que, selon vous, vous ne pensez pas qu'en réalité, si seulement sur des produits de première nécessité, la direction qui est la vôtre faisait véritablement son travail, cette question ne serait même pas sur la table des négociations de la vie chère actuellement. Parce qu'il y a d'autres questions. Il y a la santé, l'éducation, il y a le logement, par exemple, la construction, il y a le transport, heureusement encore. Alors, pardonnez-moi, monsieur le Président. On va y aller au pas de course et passer la parole également au Non, président. je voudrais quand même, parce qu'il y a des propos que je ne souhaite pas laisser passer. Ce sont des questions. Quand vous dites si l'administration faisait véritablement son travail. Non, ça, je suis directeur, je ne peux pas laisser passer ça. Parce que je sais que j'abats comme travail au quotidien. Je pense que l'administration, effectivement, fait son travail. Mais vous l'avez dit, en réalité, depuis 2012, le mécanisme de blocage des prix a été mis en place sur les produits de consommation courante. Or, évidemment, la lutte contre la vie chère, donc la vie chère, c'est une question qui va au-delà des produits de consommation courante. Justement. Et justement, c'est pour ça que vous voyez dans les thèmes, les thématiques qui sont retenues dans le cadre de l'organisation des assises, au-delà des produits alimentaires, on a pris les transports, le logement et la construction, et puis la santé et l'éducation. La santé et l'éducation. C'est pour vous dire que la vie chère, c'est une question transversale, en réalité qui ne concerne pas uniquement tout ce qui est attrait au prix de produits de première nécessité. Ça veut dire que vous aurez compris ma question. Parce qu'en réalité, si l'administration faisait son travail sur le contrôle des prix de première nécessité, des produits de première nécessité, sur la table des discussions, des assises, initiées par le chef de l'État et mises en application par le gouvernement, cette question ne figurerait plus. Cette question est obligée. Parce qu'il y a le logement. Comment on fait? Si on ne peut pas résoudre le problème du logement, on ne peut pas résoudre le problème de santé, le problème d'éducation. Cette question est obligée de revenir. Vous savez pourquoi, M. Agaya, sur les produits alimentaires? Sur les produits alimentaires, cette question est obligée de revenir parce que l'État veut aller plus loin que ce qu'il le fait aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, au-delà de la mercuriale, l'État subventionne le prix de la farine de blé. D'accord, pour nous permettre à nous, tous consommateurs, de pouvoir disposer de notre baguette de pain à 125 francs. Au-delà de la subvention de la farine de blé, l'État subventionne également les produits pétroliers, les prix des produits pétroliers. Donc, il y a un certain montant qui est versé aux marketeurs pour nous permettre, nous, de pouvoir disposer les carburants, donc le gazole, l'essence et le pétrole, y compris le gaz butane que nous avons tous dans nos cuisines de 2 kilos, de pouvoir disposer ça au niveau actuel de leur prix. Sinon, nous serions au double des prix qui sont actuellement, que nous trouvons à la pompe
sur ces carburants. Même si la péréquation ne fonctionne pas très bien en regardant l'intérieur du pays et comment ils sont desservis. Mais bon, nous allons... Oui, monsieur le directeur, on va poursuivre sur cette question en permettant justement au président de réagir. Très rapidement, je vous prie. Très rapidement, je disais que par rapport à ces prix, l'État a pris des décisions de blocage des prix. Mais ces décisions de blocage des prix n'ont pas atteint l'objectif recherché par l'État. Parce que l'État a perdu des milliards depuis 2012 à ce jour, à ma connaissance, c'est plusieurs milliards de francs CFA pour soutenir le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu ce ressenti. Eh bien, pourquoi? Parce que cette méthode, cette stratégie de bloquer les prix n'est pas efficace dans la mesure où nous ne maîtrisons pas la production. Nous commandons, nous produisons les prix et le circuit, nous ne le maîtrisons pas du début à la fin de ce circuit de distribution de produits alimentaires importés. Alors, donc, ce qu'on propose, c'est quoi? C'est que l'État puisse commander, l'État peut commettre un opérateur économique privé et avoir une sorte de centrale d'achat. C'est l'État qui commande les produits et puis les revend aux grossistes de la place. Et comme ça, l'État peut avoir la maîtrise des produits qu'il vend. D'accord. Et nous allons y revenir en deuxième partie de cette émission. Monsieur, je rappelle que vous êtes Ibrahim Ndjendje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, annexe à Rodrigue Ngweni, directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la DGCCRF. Messieurs, nous allons pouvoir nous retrouver avec nos téléspectateurs dans une poignée de secondes seulement. Madame, Monsieur, deuxième partie de cette émission, ce qui fait débat sur Gabon 24 avec nos invités, Ibrahim Ndjendje Mboulou, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, l'OGC, annexe à Rodrigue Ngweni, directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la DGCCRF. Messieurs, merci d'être encore des nôtres. Monsieur le directeur, pour rester avec vous, justement, l'implication de l'administration qui est la vôtre, le travail abattu sur le terrain, oui, mais des innovations, puisque maintenant, on va à des assises à la demande du chef de l'État, mais on a l'impression que certaines questions reviennent encore sur la table, alors qu'elles auraient dû trouver des solutions depuis de nombreuses années. Ma question, c'est pourquoi parle-t-on encore d'alimentation et de restauration quand on parle de vie chère, alors qu'il y a la santé, l'éducation, la parafiscalité, la fiscalité, le logement, la construction et le transport, par exemple? Alors, très bien. Je suis passé un peu trop rapidement, justement, quand je faisais allusion à d'autres mesures fortes que l'État a mises en place pour accompagner, donc, pour soulager le panier de la ménagère tout à l'heure, au-delà des prix des produits de première nécessité. Mais il faudrait quand même rappeler, je l'ai dit dans mon propos liminaire, en réalité, que le Gabon est structurellement dépendant de l'extérieur pour sa consommation. Et donc, à partir de cet instant, nous subissons l'inflation importée. Mais l'État, le gouvernement l'a compris très tôt, en fait. Et nous sommes partis de 2012, je pense, autour de 198 produits. Aujourd'hui, on est à 48 produits, mais parce que ça fait débat avec les importateurs. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi parle-t-on aujourd'hui du transport, de la santé et l'éducation, etc. Tout simplement parce que depuis 2012, nous avons mis l'accent sur l'alimentation. Parce que l'alimentation, quand vous prenez les postes de dépenses d'un ménage gabonais, c'est le poste de dépenses le plus lourd. Or, c'est certes le poste de dépenses le plus lourd, mais au-delà de ce poste de dépenses, il y a d'autres types de dépenses qui rentrent aussi donc, ce qui greffe donc, les revenus des ménages. Et donc, c'est pour ça que l'État réfléchit en disant, on n'a déjà peut-être pas assez fait sur l'alimentation, mais il est temps qu'on essaye donc de faire une extension aux autres rubriques qui pèsent également sur les postes de dépenses des ménages. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, dans le projet, dans l'organisation des assises, on a intégré toutes les autres thématiques que vous avez citées. Ce qui va se passer au-delà donc des subventions, comme je vous le disais, farine, blé, gratuité de transport, vous connaissez, le président l'a annoncé avec effet immédiat. Au-delà de ces mesures qui sont fortes, qui sont déjà applicables ou qui existent déjà,
Il y a certainement des résolutions qui sortiront par rapport à l'habitat, au logement, par rapport à la santé, à l'éducation, par rapport au transport. Tiens, par exemple, le logement et la construction au Gabon, des textes existent. Sauf que malheureusement, jusqu'en 2023, aujourd'hui, le secteur n'est pas régulé. Et les populations subissent des coûts de loyer selon, bien sûr, le ressenti de certains propriétaires. Là aussi, il faut nuancer. Il ne faut pas dire que le secteur n'est pas régulé. Qui dit régulation dit texte de loi. Les textes de loi existent, d'accord, qui encadrent donc les prix de loyer en République gabonaise. Nous avons l'ordonnance numéro 275 qui porte sur l'encadrement des prix de loyer et qui a été modifiée en 1987. Nous avons un arrêté, l'arrêté 47, qui fait état de la durée d'enregistrement du contrat de bail auprès de l'administration compétente. Et donc, nous avons comme ça 3 ou 4 lois qui existent. Vous êtes le directeur de la fraude, j'ai envie de vous dire, les propriétaires de maisons au Gabon fraudent depuis des années. Et vous ne faites rien. Si vous me permettez d'aller bien, c'était pour vous titiller, d'aller un peu loin dans mon analyse, non, vous ne faites rien, non. Maintenant, la réalité, c'est que les textes de loi que je viens de citer, à l'époque, c'est des textes de loi de 1975, le premier, il a été modifié en 1987, par rapport au pouvoir d'achat de cette époque. Ce texte de loi fait obligation donc d'enregistrer un contrat de bail à partir du moment où ce contrat de bail, le loyer mensuel est égal ou supérieur à 200 000 francs CFA. D'accord. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est dépassé. Il faut réfléchir pour pouvoir remettre à plat ce texte de loi, pour pouvoir donc aller plus loin, c'est-à-dire en allant faire une obligation d'enregistrement pour un contrat de bail, peut-être à partir de 50 000 francs ou 25 000 francs, pourquoi pas. Dès lors, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la partie des contrats de bail qui relève de l'informel, il faut le dire, qui avait été laissée donc, en 1987, donc les loyers en dessous de 200 000 francs vont dorénavant être intégrés et ça permettra à l'administration, donc au gouvernement, de mieux encadrer la fixation des loyers. Donc voilà le débat qui est porté aujourd'hui sur la table et qui va certainement aboutir à une modification de l'ordonnance de 1975 que je venais de citer. Donc, la fraude, ce serait dénier que de vous dire que ça n'existe pas. Non, elle existe, mais justement, ça fait partie du travail de l'administration au quotidien. D'accord. C'est un travail mené depuis combien d'années? Parce que le président, justement, de l'Organisation gabonaise des consommateurs, on a comme l'impression que ce dernier doit peut-être recevoir des pots de vin pour que les véritables questions ne soient pas posées sur la table des dirigeants. Oui, on ne parlera pas ni de pots de vin, ni de fraude en tant que tel. Ici, il s'agit d'un manque. Il y a un manque, il y a de logement. C'est simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Très bien. Je préfère laisser le président aborder la question sur cet angle-là. Oui. Merci, en espérant qu'il ne finisse pas par frauder en présence du directeur de la fraude. Il n'y a aucune fraude là-dedans. D'accord. Donc il s'agit on ne va pas réinventer la roue, on va s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Donc on augmente, c'est à toutes les bourses, c'est l'accès à toutes les bourses. Parce que le logement, c'est un droit les principaux droits fondamentaux du consommateur. Et donc, pour cela, il y a certains pays qui ont mis un mécanisme. Le mécanisme consiste à faire quoi? À désigner un opérateur économique, parce que l'État ne va pas s'occuper de ça. L'État offre des terrains, on viabilise, on fait des lotissements et on met à disposition des usagers, des consommateurs, des clients qui veulent avoir une propriété. Et donc, à bas coût. Et donc, l'opérateur, le promoteur immobilier construit des maisons, met à la disposition d'une banque. Les candidats au logement s'adressent à la banque à moindre coût. Donc, on peut payer, c'est des baux amphithéotiques. Donc, on peut payer pendant 25 ans, 30 ans. Et donc, tout le monde peut accéder de cette façon-là à un logement plus facilement. La fraude aujourd'hui, parce que le contrat de bail ne se fait pas par écrit. D'accord. Par écrit. Donc, c'est des contrats existants. Le GCCRF le sait. Voilà. Comprenez tout simplement que M. CNG est en train de vous dire qu'il y a un déficit de logement. Et que le logement, justement... C'est à vous de le reconnaître, c'est vous l'administration publique. Nous sommes l'administration, mais ça ne relève pas de notre compétence, vous comprenez. Nous, bien notre sûr. compétence, c'est lutter contre les abus. Voilà. La question de déficit ou pas... Mais les populations sont abusées parce que, justement,
Il n'y en a pas. Parce Il y a un déficit. Et le président l'a dit. Et vous laissez donc les populations moi, être abusées parce que vous savez. Non. Non. Finalement, monsieur le directeur. Ça, il faut pas le dire comme ça, monsieur Gaïa. Vous laissez ce n'est qu'un triangle, en fait. Non, ça, il ne faut pas le dire comme ça, monsieur Gaïa. Vous laissez le consommateur être abusé, non. C'est une question, monsieur le directeur. Non, je comprends. L'administration travaille sur la base des textes réglementaires. D'accord. Aujourd'hui, l'administration, en termes de sanctions, a la possibilité de réprimer un contrat de bail dans le cadre d'un abus que si ce contrat est supérieur ou égal, le loyer mensuel est supérieur ou égal à 200 000. En deçà, l'administration ne peut pas agir, comme je l'ai dit, parce que ce n'est pas ce que prévoit la loi. Mais pour les lots à partir de 200 000 francs, c'est ce que nous faisons dans le cadre de nos opérations de surveillance des marchés. Il y a toujours un volet contrat de bail à surveiller. D'accord. Donc, mais vous savez, hein, c'est un combat au quotidien. Je vous l'ai dit, peut-être que je ne vous ai pas précisé. Je serais ravi de rencontrer votre voisinage, hein, monsieur le directeur. Vraiment. Je vous y amènerai bien volontiers, ça ne me dérangerait pas. Alors, vous comprenez, monsieur Gaïa, c'est un combat de tous les jours. Vous voyez, aujourd'hui, dans le même contexte de la lutte contre la vie chère, le taux d'inflation dans la zone euro, selon l'Eurostat, donc le fils statistique de l'Union européenne, le taux d'inflation, pays de l'euro, qui sont des pays producteurs, est à 8,3%, le taux d'inflation. Ça, c'est les chiffres de février. Vous prenez en France, aujourd'hui, c'est 6,3%. Au Gabon, on arrive tant bien que mal à le contenir sur l'ensemble des régions à 4,5%. D'accord. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits. Vous pouvez être sûr que si l'administration ne se déployait pas au quotidien, quand bien même le regard est réservé, qui est porté vers l'administration est réservé, vous pouvez être sûr que si l'administration ne se déplaçait pas tout le temps sur le terrain pour essayer de maîtriser, contenir, sanctionner tant que possible tout ce qui relève du non-respect de la loi, nous aurions une inflation à 2 chiffres. Ça, je peux vous le garantir. Parce que vous voyez les taux d'inflation ailleurs, dans les pays qui sont producteurs. Vous comprenez? Donc nous essayons de contenir. L'État fait des efforts énormes. La question de la subvention non FMI n'en veulent plus. Mais l'État veut tellement soulager le panier de la ménagère que le gouvernement continue à faire des efforts sur la subvention de la farine de blé, sur la subvention des produits pétroliers, sur la gratuité des transports publics. Au-delà de son niveau de l'administration, nous y allons même plus loin. D'accord. La gratuité des transports publics, on l'a bien vu, et d'ailleurs, c'est une initiative grâce à la volonté d'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais. Mais à côté de ces transports publics, il y a que les petits transports en commun dictent leurs lois, par exemple. Le débat a été porté au niveau des assises. Par exemple. Là-bas aussi, au transport, nous, l'OGC, nous avons fait des propositions dans ce sens qu'il faudrait que l'offre puisse augmenter. L'offre augmente de quelle façon? Ce sont des initiatives privées. Pour que les Gabonais puissent, n'est-ce pas, avoir leur panier d'aménageurs soulagé, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, disons, de bonne volonté gabonaises. Ils ont des moyens, qu'ils mettent 20 000 taxis en circulation. Pensez-vous qu'il y a... Là, monsieur le Président, ça c'est une étude qu'ils ont menée, qui prouve qu'il y a un déficit des taxis. Un déficit. Quand l'offre n'est pas disponible, les prix augmentent. C'est la loi de l'offre et la demande. Forcément. Maintenant, au-delà de ce constat, donc cette étude à côté de la route, que nous avons un déficit de taxis au niveau urbain. Il y a le vieillissement du parc. Voilà, il y a que dans le cadre des assises provinciales, j'ai commencé à lire un peu ce qui est sorti de province, le débat est porté. Parce qu'on se rend compte que quand bien même l'État effectivement fait des efforts pour pouvoir nous permettre à tous, autant que nous sommes en tant que consommateurs, de disposer nos carburants donc, au niveau actuel à la pompe, donc à la station, on se rend compte qu'effectivement, au-delà de la gratuité également de transport offert par le président de la République, décidé, je vais dire, par le président de la République, il y a effectivement que les petits transports, comme vous l'avez dit, ont tendance à faire du saucissonnage. C'est-à-dire saucissonnage, effectivement, pour rentabiliser, pour mieux majorer leur marge bénéficiaire. D'accord ? Cette réflexion a été portée au niveau des débats préliminaires qui ont lieu dans le cadre pour préparer ces assises. Il est question effectivement de regarder le texte qui, à l'époque, a arrêté le prix au kilomètre au niveau du centre urbain, le prix au kilomètre. Ce texte existe, mais ce sont des textes qui relèvent des années, il y a longtemps. Ensuite, nous avons un problème. Vous savez, je suivais, il y a un ou deux mois en arrière, le ministre des Transports, justement,
qui, au cours de cette interview, parlait justement... L'ancien ministre des Transports. Monsieur le ministre des Transports. Pardon, des infrastructures, du TP. Ouais. D'accord. Qui, dans son intervention, parlait, lors de ce débat-là, sur la définition des schémas global directeur. On a ce souci-là. Parce qu'ailleurs, on va vous dire, bon, si vous circulez dans tel périmètre, voilà un peu ce qui peut ressortir comme prix à payer. Si vous dépassez ce périmètre, vous êtes dans la partie de 22. Voilà, donc la redéfinition du schéma global directeur de transport urbain. Je pense que là aussi, c'est une réflexion qui devrait être menée. Nous, on l'a menée en off. Mais c'est une réflexion, de mon point de vue, qui s'est rapportée. L'objectif à terme, c'est de parvenir justement à redéfinir le prix au kilogramme de transport au niveau urbain. Tout à fait. Rassurez-vous, M. Agaïa, nous évoluons. Nous évoluons. Mais si les pays qui nous ont dévancés il y a 100 ans sont encore là en train de réfléchir sur les mêmes questions de lutte contre la vie chère, vous comprenez que nous essayons. Nous essayons, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir soulager davantage le panier de la ménagère. Je n'en doute pas un seul instant que les résolutions qui vont sortir des assises nationales, qui vont être tenues donc du 11 au 13 au niveau de Rambo, donc assise nationale annoncée par le gouvernement de la République, donc le porte-parole du gouvernement, je n'en doute pas un seul instant qu'au-delà des produits alimentaires, comme nous l'avons dit, les autres thématiques qui vont être abordées vont aboutir certainement à des mesures fortes que le gouvernement va apprendre, parce que c'est le même gouvernement lui-même qui a décidé de l'organisation de ces assises pour soutenir davantage le panier de la ménagère au-delà des produits de première consommation. Oui, Président. Peut-être pour enchérir. Oui. Vous, Monsieur le Président, qu'allez-vous défendre? Vous le savez aussi bien que moi, vous ne pourrez pas tout obtenir. Ce n'est pas évident. Mais qu'allez-vous défendre? Quels sont les points qui vous intéressent le plus? Mais l'État non plus, M. Agaïa, ne pourra pas tout accepter. Hein. Ça, il faut être objectif. Les pessimistes vous disent que rien ne va arriver. Mais aujourd'hui, on a l'exemple de ceux qui disent Ngori. Ngori circule bien gratuitement. Mais ça vient de... Ça découle de la volonté des hautes autorités du pays, donc notamment le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Nous, associations de consommateurs, devons, n'est-ce pas, accompagner le gouvernement dans l'effectivité, la mise en œuvre de ces politiques pour que ça arrive. Que le président de la République vient de mettre encore combien? 22, j'ai suivi dans votre émission, 22 conteneurs de médicaments à déployer à l'intérieur du pays. Mais dans quelques temps, vous allez entendre qu'il n'y a aucun médicament dans un hôpital. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les associations de consommateurs accompagnent les politiques publiques, accompagnent les gestes du président pour que ça aboutisse à destination. Quand on parle des moyens ici, nous faisons du bénévolat. Par exemple, au Sénégal, je veux le citer, ils ont pris 1000 volontaires pour accompagner, pour regarder l'effectivité des décisions des pouvoirs publics. Et donc, nous, on peut faire autant. Si, tant que le gouvernement veut effectivement mettre en musique, les administrations compétentes veulent mettre en musique les décisions du président de la République qui veut apporter un remède, disons, un soulagement au problème, disons, à la question, au phénomène de la vie chère qui étrique les consommateurs du monde entier et particulièrement de notre pays. Et donc, pour cela, on peut, un temps soit peu, mobiliser des volontaires. Je voudrais revenir sur un fait important quand même. C'est celui de l'effectivité des mesures sur le terrain. Je vous ai décliné la mercuriale avec les opérations qui sont organisées, les surveillances des marchés, avec le déploiement des brigades volantes, donc les brigades qui traitent des questions des plaintes, avec les subventions, etc. Je voudrais quand même revenir sur un fait important, c'est celui du baromètre des réclamations chez nous, par rapport au numéro vert que vous étiez en train d'incriminer tout à l'heure. Qui ne fonctionne pas, monsieur le directeur. Quels sont les chiffres aujourd'hui en matière de réclamation? Alors, en matière de réclamation, nous avons eu 624 réclamations reçues et traitées. 624 reçues et traitées. Sur les 624, les dépassements de prix sur l'huile compte pour 61% de ces réclamations, concernant le prix de l'huile raffinée produite localement. Et 23% seulement concernaient les dépassements des prix sur la mercuriale en zone difficile d'accès. Donc,
Nous allons améliorer. Peut-être que Et si là, nous ce sont des appels sur le plan national ou simplement à l'Est hier? non, ça c'est les appels sur le plan national. Et sur ces appels, beaucoup Je crois que c'est insuffisant, monsieur le directeur. Ça peut paraître insuffisant, mais là je vous parle de 2022, d'accord? Ça sont les chiffres de 2022. En 2021, c'était plus que ça. Je pense que ça devait être le triple de ça. En 2022, il faut dire que ça s'est relativement calmé. Mais le problème, c'était beaucoup plus l'huile de palme raffinée produite localement. Je sais que vous suivez nos activités. Vous avez vu, même avec l'association de consommateurs, ça a été un combat difficile pour vous ramener les prix de l'huile à leur niveau actuel. Et là aussi, il faut rappeler, M. Gaillard, qu'au-delà d'un mercurial, il y a des mécanismes juridiques que l'administration a mis en place pour pouvoir encadrer ou continuer à maintenir stable les prix de certains produits. C'est ce qu'on appelle chez nous les mécanismes d'homologation par voie d'arrêté ministériel. Et sur ce, certains produits que nous appelons chez nous produits stratégiques sont concernés. L'huile de palme raffinée, produite localement par exemple, le poisson local issu de la pêche maritime artisanale, le ciment, la viande fraîche, et j'en passe. Donc vous voyez qu'au-delà d'un mercurial, l'administration se conforme quand même à ce que prévoient les textes réglementaires pour pouvoir faire en sorte que les prix de certains produits stratégiques qui peuvent être laissés libres font plutôt l'objet d'encadrement par des arrêtés ministériels. Comprenez? C'est ce que nous appelons le produit stratégique. Le sucre, sans oublier le sucre. Maintenant, au-delà de ces produits, je peux vous rassurer, M. Agaya, que protéger les consommateurs n'est pas chose facile. Comprenez? Oui. Aujourd'hui, la réflexion évolue ailleurs. M. Sandié a cité, par exemple, le cas d'un certain pays qui a été obligé de se tourner vers le recrutement des mines volontaires. Mais là aussi, il faut pousser la réflexion. Est-ce que sociologiquement, ça pourrait aller avec le cas du Gabon? Si oui, quel sera le format? Comment nous pourrions faire? Je peux là aussi vous dire que le problème a été mis sur la table au cours d'une de nos discussions pour dire qu'est-ce qui peut être fait. Donc la réflexion évolue parce que la lutte contre la vie chère, c'est un combat de tous les jours et qui concerne, c'est une question transversale, qui ne relève pas seulement de la compétence de la DGCC. Vous comprenez? Les volontaires font comment? Oui. Les volontaires jouent un peu l'alerte. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec les commerçants véreux? Lorsqu'ils voient arriver les brigades de la DGCC, ils se donnent le mot, ils ferment les boutiques. Non, parfois ils négocient simplement avec les la agents négociation, de la mais nous DGCC, avons toujours vécu cela. Je préfère vous on a laisser vécu propos, la fermeture. Monsieur le directeur, moi j'ai vécu des négociations. Permettez que je vous dise, ils ferment. Et donc le volontaire, s'il y a un volontaire dans le quartier, le volontaire va signaler à la brigade que cet homme est à côté. Il vient juste de fermer. Donc, il n'aura pas le temps de se dissimuler ou appeler les autres. Mais pourquoi ne pas simplement mettre ce numéro vert à la disposition des petits opérateurs économiques, de nos commerçants des quartiers simplement, qui... Le numéro vert, pourquoi faire? C'est le numéro vert pour surveiller. Vous arrivez dans un petit commerce, le numéro est affiché. Si un prix ne convient pas, vous appelez tout de suite. Oui, imposez ça dans bien les sûr. Maintenant, de l'autre côté, par rapport à l'huile dont il parlait, dont l'auditeur parlait tout à l'heure, l'huile, pour contourner la difficulté, puisqu'ils ont été cernés par les décisions de l'administration, ils commandent maintenant l'huile qui est fabriquée ailleurs. Et lorsque ça arrive, ils présentent cette huile-là augmentée. D'accord. Voyez-vous? Et donc, ils dissimulent l'huile produite localement et, pour créer la pénurie. Après, on augmente les prix. Donc, en ce moment, nous avons des réclamations sur l'augmentation de l'huile. Voici et même du pain. des informations. Alors, le pain. Le gouvernement de la République subventionne la farine. Oui. Le pain, nous allons bientôt entamer, dans quelques jours, faire une conférence de presse là-dessus. Il y a des commerçants véreux qui vendent le pain la baguette de pain à 150 francs au lieu de 125 qui a été fixé par arrêté. Bien sûr. Voilà. Donc ça, nous le dénonçons maintenant. Alors, Monsieur le Président, si vous permettez, parce que vous avez quand même soulevé deux problématiques. Nous allons y aller au pas de course, messieurs, je vous prie. Voilà. La première, c'était sur l'huile. Alors, sur l'huile, vous savez, vous-même, nous avons été sur le terrain, à Montbouette, dans des coins difficiles d'accès, bien sûr. pour pouvoir combattre ce phénomène. Vous savez, la question de l'huile produite localement, nous avons dû associer dans la lutte la société elle-même qui produit. Oui. Vous avez vu la décision forte qui a été prise en septembre 2022 par le gouvernement de la République, à savoir réduire le nombre des intervenants, donc le nombre des grossistes agréés sur la chaîne de distribution. Parce qu'on s'est aperçu que certains grossistes ne jouaient pas franc jeu. C'est-à-dire qu'ils faisaient ce qu'on appelle la rétention de stock pour pouvoir créer la pénurie, ensuite spéculer par la suite. Donc, c'est une proposition qui est venue de l'administration. On a soumis au gouvernement qui a apprécié objectivement et la décision a été prise.
D'accord. Et une fois cette décision prise, nous avons mobilisé et les associations de défense des consommateurs et l'association elle-même et les grossistes retenus après plusieurs réunions pour attirer leur attention. Leur dire, vous avez été retenus. Parce qu'on a fait le marché, on a étudié, on a mené des enquêtes, on a contrôlé, on a fait des constats. Si d'aventure on constate que vous qui avez été retenus, que vous versez dans les mêmes faits, les mêmes récriminations, on vous fait sauter de la liste. Jusqu'alors, ça marche. Et bien entendu, vous savez, les habitudes ont la peau dure. Ouais. Là, manifestement, il y en a qui ont recommencé. On peut donc sans nul doute affirmer que pour les assises qui vont débuter dans quelques jours à Libreville au Gabon, il y a des propositions fortes sur les domaines qui ont été précédemment cités. Absolument. Tout à fait. La réflexion a été En commençant menée. par vous, Oui. on le prendra comme votre mot de la fin. Bien, la réflexion a été menée. Par exemple, le cas du lait, vous avez 5% de la douane et vous avez aussi d'autres taxes qui sont sur le corridor. Et donc, pour trouver des solutions, il faut que le gouvernement prenne des mesures fortes à l'issue de ces assises que nous croyons fortement. Nous croyons que ça va aller, même s'il y a des pessimistes, il y a des personnes qui pensent que rien ne sortira de bien dans ces assises. Mais nous disons, nous, organisations de consommateurs, disons que nous croyons qu'il y a de grandes décisions qui vont être prises par le président de la République parce qu'il y tient à ce que le pouvoir d'achat de consommateurs gabonais revienne à la normale. Merci à vous, Ibrahim Nchendjemboulou, merci, président de l'Organisation gabonaise des consommateurs, Annex Rodrigue Ngweni, directeur de la répression des fraudes et du contentieux à la DGCCRF. Monsieur le directeur, en quelques secondes, comment se porte la DGCCRF aujourd'hui? La DGCCRF aujourd'hui, je vais dire, a vu ses missions être renforcées récemment par la création d'un nouveau décret donc, qui nous a attribué le volet répression de fraude pour nous permettre donc d'élargir nos missions à certains secteurs d'activité dont nous n'avions pas compétence jusqu'à présent. Donc sur ce plan, en matière des attributions, la DGCC se porte plutôt bien. Par contre, en matière de lutte contre la vie chère, je tiens à rappeler aux consommateurs que c'est un combat de tous les jours. Oui. Le découragement ne doit pas prendre place. Nous faisons tout pour placarder un peu partout des affiches où nous affichons ostensiblement le numéro vert, le 8085, pour amener les opérateurs, aussi bien un numéro WhatsApp aussi, le 061 30, donc 000 193. Ces affiches sont placardées un peu partout où nous invitons les consommateurs lésés à nous contacter. Nous donnerons suite. D'accord. Et je crois que ce serait même plus facile pour envoyer des situations géographiques pour identifier les commerçants véreux. Merci à vous qui avez accepté notre invitation et à vous qui êtes restés les nôtres sur Gabon 24 dans cette émission Ce qui fait débat. Nous nous retrouverons dans quelques jours pour un autre numéro avec d'autres invités, sinon peut-être les mêmes pour aborder encore cette question de la vie chère au Gabon.